So thank you all for joining us today for our second annual colloquium here for the McGill International Journal Sustainable Development Law and Policy. We're a student-run journal here at the faculty. We've been around since 2005. And last year we presented a colloquium on Arctic law and the development challenges in the Arctic. So this year we've decided to change context a little bit and talk about sustainable law. Now, sustainable law to many may not be, let's say, a clear topic or a clear thesis of what we're talking about. The way we've structured this colloquium is to build a dialogue about the role and the adaptability of law to economic and social changes, especially in the context of development and a context in which we study here on the journal. Cognizant of the multidimensional nature of development, the purpose of this event today is to foster dialogue between various parties, including lawyers, practitioners, academics, and students. The way we're going to do this is through a two-panel discussion. Each panelist today, my apologies, I'm having a few issues with my mic volume. Each panelist will talk for about 20 minutes, after which we will have 30 minutes of discussion in which you're welcome to bring your comments, your questions, your concerns about development and law into the future. This symposium, this colloquium, will be held bilingually, and you're welcome to intervene in either language. Ce symposium propose une discussion sur le potentiel adaptatif du droit face à des circonstances économiques et sociales changeantes. Il s'agit donc d'un questionnement sur le droit durable. Plus particulièrement, comme je l'ai discuté, les deux thèmes seront le rôle du droit quant à la protection des droits humains dans un contexte de développement économique et le rôle du droit dans la prévention et la correction des injustices sociales. Pour commencer notre colloque, j'invite premièrement Maître Philippe Tremblay à se joindre à nous. Monsieur Philippe Tremblay est le directeur des programmes et développement au Bureau international des droits des jeunes, c'est ça, des enfants. Il a un LLB de l'Université de Montréal en 1994, LLM de l'Université de Québec à Montréal et a beaucoup d'expérience auprès de beaucoup d'institutions internationales dédiées aux défenses aux droits de la personne. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, dire le bonjour à Maître Tremblay pour ouvrir notre colloque aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire mon intervention en français. J'espère que ça ira pour tout le monde. Écoutez, j'aimerais d'abord remercier chaleureusement la Faculté de droit de McGill et puis la Revue internationale de droit et de politique du développement durable de McGill de m'avoir invité à intervenir, à ouvrir ce colloque. Je me sens honoré de la chose, d'autant plus que maintenant vous savez que je ne suis pas un ancien de la faculté. Et je me sens aussi un peu quand même intimidé, je pense que je dois le dire. D'abord, par l'ampleur du sujet dont on traitera aujourd'hui. On va se pencher sur des enjeux qui sont d'une importance incalculable et qui dépassent de loin le seul contexte de la protection des droits des enfants. Puis aussi intimidé parce que, bon, je crois que vous l'avez compris, là, je ne suis pas un chercheur, je ne travaille pas au sein d'un institut, je ne suis pas professeur d'université, je suis vraiment un praticien et donc mon intention aujourd'hui, c'est de vous faire part de quelques réflexions, donc évidemment qui s'enracinent dans mon expérience personnelle. Effectivement, comme on l'a dit, j'ai travaillé pour de nombreuses organisations non gouvernementales de défense des droits humains et depuis récemment pour le Bureau international des droits des enfants. J'ai accepté l'invitation en réalité pour deux raisons. La première raison parce que j'estime que les enjeux dont il sera question aujourd'hui sont des enjeux absolument cruciaux et qui m'interpellent personnellement en tant que citoyen et aussi en tant que juriste qui jusqu'à présent a consacré sa carrière à la défense et la promotion des droits humains. Je crois que le sujet d'actualité ne peut pas être plus pertinent. Et puis aussi, il y a une autre raison qui est celle-là peut-être un peu plus égoïste. C'était une bonne occasion pour moi de prendre un peu de recul et puis de prendre le temps de réfléchir un peu à
à l'impact que certaines réalités sociales d'importance peuvent avoir sur notre travail. Et puis c'est un petit commentaire éditorial. Je déplore un peu en réalité que lorsqu'on travaille dans le milieu des ONG, on soit au quotidien tellement accaparé, tellement conscient des contraintes financières qui sont les nôtres, les exigences, les contraintes de temps, on prépare, on met en œuvre des projets, on soumet des rapports aux bailleurs de fonds, on cherche des nouveaux projets. On a parfois l'impression d'avoir le nez dans le guidon et on a au final peu de temps pour vraiment réfléchir à ce qui devrait être pourtant au cœur de notre travail. Donc voilà, je suis très content. Mais malheureusement, précisément à cause de ces contraintes de temps, je vous le dis tout de suite, je ne serai pas en mesure de rester bien longtemps après mon intervention et je m'en excuse parce que j'aurais vraiment voulu pouvoir assister au débat. Voilà, la question qui nous est posée, qui m'a été posée, ou du moins c'est ma façon d'interpréter la chose, est la suivante. Donc, comment le droit peut-il contribuer à la protection des droits humains dans le contexte actuel, marqué par la mondialisation qu'on pourrait qualifier de galopante, par la multiplication des accords de libre-échange, par des projets technologiques constants. Donc, en réalité, en d'autres termes, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que le droit, en quelque sorte, continue aujourd'hui d'incarner un levier qui est capable de faire avancer les droits humains au 21e siècle dans ce contexte donc, de mondialisation. Et puis, avant de répondre à la question, je ferai peut-être quelques observations pour contextualiser le débat. Ce sont des observations qui sont les miennes. Hein. Je ne parle pas au nom du Bureau international des droits des enfants. Donc, si je dis des choses qui vous apparaissent hérétiques ou complètement hors propos, s'il vous plaît, n'en veuillez pas au bureau. Ce sont mes observations. Je vous les partage et puis ça pourra peut-être aussi contribuer à dynamiser sur peut-être des questions sur lesquelles vous allez revenir pendant la suite de l'événement. Tout d'abord, je crois qu'aujourd'hui, en 2015, on note que le droit international des droits humains, tel qu'il a pris forme sur la scène internationale, ne représente plus forcément un référent universel, vraiment l'étoile polaire vers laquelle les gouvernements étaient appelés à se tourner systématiquement et envers lesquels les États devaient se conformer, devaient s'engager. Je crois que les choses ont changé. Je pense que dans les années 90, à la faveur de la chute du rideau de fer, il y avait cette impression que l'adhésion au droit international des droits humains était indissociable d'une transition politique que les citoyens appelaient de leur vœu. C'était aussi l'époque, par exemple en Afrique, des grandes conférences nationales, hein, des dictateurs qui avaient été au pouvoir depuis des dizaines d'années se voyaient forcés de dialoguer avec l'opposition. Donc c'était en quelque sorte la belle époque, en tout cas pour des militants des droits humains. On voyait qu'il y avait un intérêt manifeste envers les droits humains. C'est plus forcément le cas, à mon avis. On voit aussi aujourd'hui sur la scène internationale des régimes politiques qui sont tout à fait décomplexés, puis qui affichent ouvertement une certaine méfiance envers le droit international des droits humains, qu'on présente volontiers comme un droit qui est politisé, comme un cheval de Troie aussi que l'Occident essaie d'imposer potentiellement pour créer des troubles, pour déranger l'ordre politique interne. Évidemment, la Chine, depuis longtemps, on la range dans cette catégorie. La Russie, on le sait, hein, de plus en plus, c'est une crainte que plusieurs en Occident ont de voir la Russie peut-être tourner le dos vers un libéralisme qu'on espérait l'avoir épousé. Donc ça, c'est une réflexion qui m'amène à dire que l'âge d'or des droits humains, en quelque sorte, il est derrière nous. Je pense que le droit international des droits humains n'a plus le même pouvoir d'attraction qu'il avait, en tout cas pas auprès des décideurs, et c'est vrai aussi auprès des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de convaincre un bailleur de fonds de financer des projets qui visent à renforcer l'état de droit, qui visent à promouvoir les droits humains. Il y a une certaine lassitude. Les bailleurs de fonds n'ont plus le même appétit qu'avant. On note aussi un désintérêt que je qualifierais de croissant chez les États. Et là, je mets dans le même camp les États occidentaux et ceux qui ne le sont pas envers le travail qui est abattu par les mécanismes de l'ONU qui sont chargés de veiller à la mise en œuvre du droit international des droits humains. Qu'on pense aux rapporteurs spéciaux, aux groupes de travail, aux organes de traité
comme le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits de l'enfant. Et puis, le Canada n'y fait pas exception, on le sait. Certains rapporteurs spéciaux sont venus au Canada, ils ont été accueillis ici avec énormément d'indifférence, pour dire le moindre. Donc, à partir de là, si des pays comme le Canada ne sont plus prêts à jouer le jeu et à entrer en toute bonne volonté dans un débat constructif avec ces experts afin d'améliorer la mise en œuvre des droits humains, ici, comment on peut espérer que des tout petits pays qui n'ont pas forcément les ressources humaines, même nécessaires pour préparer des rapports, comment on peut espérer convaincre des États comme ça de se prêter au jeu? Donc ça, si vous voulez, c'est le pendant peut-être un peu plus noir, j'ai envie de dire, du contexte actuel. Par ailleurs, et je pense qu'il faut s'en réjouir, on note véritablement une prise de conscience croissante à l'effet que le rythme de consommation de notre société, du monde dans son entier, est insoutenable et qu'il faut véritablement s'attaquer aux impacts environnementaux de l'activité économique et notamment de l'activité économique transfrontalière. C'est une prise de conscience qui est lente, qui s'est fait attendre longtemps, peut-être trop longtemps, mais on la sent émerger. Maintenant, il y a même le caucus républicain au Sénat américain qui tire des conclusions qu'il n'était pas prêt à tirer il y a 1 an ou 2. Donc, il y a peut-être de l'espoir de ce côté. Et puis, on s'intéresse non seulement aux impacts environnementaux de l'activité économique, mais aussi aux impacts sur d'autres types de droits, et notamment sur les droits des enfants. Et ça, je pense qu'il faut s'en réjouir. Ce sont véritablement les nouveaux champs de bataille de la lutte pour les droits humains, même si par ailleurs, cela ne veut pas dire que la lutte envers les droits civils et politiques, par exemple, a été gagnée. Je pense loin de là. Nous sommes tous conscients que d'énormes défis se posent de ce côté. Maintenant, pour répondre à la question qui nous est posée, je continue de penser que la règle de droit, l'état de droit, demeure encore aujourd'hui le principal vecteur de promotion et de protection des droits humains. J'estime que la plupart des normes qui devaient l'être sur le plan international ont déjà été élaborées il y a plusieurs années. En tout cas, c'est vrai en ce qui a trait au droit international des droits de l'enfant. Et puis le défi aujourd'hui, c'est de s'assurer que ces droits soient véritablement incorporés en droit interne et qu'elles soient mises en œuvre en tenant compte du contexte changeant. Donc, à mon avis, une bonne part du défi réside sur la capacité des autorités, du pouvoir judiciaire d'interpréter de manière progressive les normes qui ont été adoptées il y a de cela plusieurs années. Donc voilà, moi, à mon sens, je serais très surpris de voir une nouvelle prolifération des traités internationaux en matière de droits humains. À mon avis, l'essentiel du travail a été abattu déjà, en bonne partie dans les années 80-90. Ces normes, elles sont là. Elles ne sont pas obsolètes pour autant. Elles conservent toute leur pertinence. Et puis le défi, encore une fois, c'est d'interpréter ces droits de manière suffisamment large. Oh mon Dieu. Bon, évidemment, le secteur privé est devenu, et puis c'est particulièrement le cas depuis les dernières années, un acteur social vraiment de premier plan, dont l'importance et la puissance continuent de croître, alors que l'État se désengage, semble abandonner, du moins en partie, son rôle de régulateur social. On sait que le secteur associatif est particulièrement touché par les coupures qui ont été opérées. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs, c'est vrai en Europe. Et alors que ce secteur associatif est vital, notamment pour le maintien ou la capacité de vivre dans la dignité des secteurs les plus défavorisés, notamment des enfants les plus vulnérables. Et puis c'est une mouvance, j'ai envie de dire, c'est un courant de pensée qui est très en vogue dans le domaine du développement international. On a l'impression aujourd'hui, et notamment ici au Canada, c'est dit de façon très claire, que le développement social dans les pays les moins avancés passe forcément par le soutien à l'entreprise privée et la création de richesses. Je crois que c'est un postulat qui est quand même pas complètement faux. Je crois qu'effectivement, le soutien à l'entreprise privée, notamment à la petite entreprise, a permis le recul de la pauvreté extrême en Afrique, au Brésil, dans plusieurs pays. Il faut s'en féliciter. Mais il faut quand même se demander si l'émergence du secteur privé comme acteur de premier plan profite aux enfants.
et si cela ça résulte en une protection accrue des enfants. Le secteur privé, encore une fois, je pense que c'est important de le répéter, peut jouer un rôle qui est tout à fait bénéfique. Il peut contribuer à la réalisation des droits des enfants, notamment par la création d'emplois que je qualifierais d'emplois décents pour les parents et aussi pour les jeunes qui sont en âge de travailler. Le secteur privé peut aussi contribuer à améliorer l'accès aux services de base, à l'eau, à la santé, à l'éducation dans certains pays. Je crois qu'il faut aussi s'en réjouir. Parce qu'on le sait, le travail des enfants, et notamment des enfants très jeunes, de moins de 14 ans, ce travail devient une réalité de plus en plus présente, précisément lorsque les emplois décents viennent à manquer dans un pays et lorsque les services de base sont largement inaccessibles. Par contre, je crois qu'il faut aussi garder en tête que ce ne sont pas toutes les entreprises, loin s'en faut, qui sont ce qu'on appelle dans le langage des bons citoyens corporatifs. Donc, qui doit sanctionner des pratiques contraires aux droits humains, notamment aux droits de l'enfant, lorsque ces pratiques sont commises par des acteurs privés, par des entreprises, et notamment des entreprises transnationales. On dit qu'en principe, c'est l'État qui a la responsabilité de veiller au libre exercice des droits humains sur les territoires sur lesquels il a juridiction, mais en réalité, nous le savons tous, c'est une tâche qui est très complexe aujourd'hui. À l'ère de la mondialisation, à l'ère de la délocalisation de l'activité économique, de la dématérialisation du travail, il devient de plus en plus difficile de dire à quelle juridiction se rattache une entreprise. On a recours de plus en plus à la sous-traitance, et notamment dans des pays où le corpus législatif n'est peut-être pas aussi robuste que dans un pays comme le Canada, où le travail des enfants, pour ne pas le nommer, est une pratique répandue et dans des conditions très difficiles. Donc, je crois que les États doivent et ont, à mon avis, besoin de toute l'aide qu'elles peuvent tirer. Et en fait, ce serait intéressant de se demander en quoi les mécanismes de surveillance de l'application du droit international des droits humains peuvent aider les autorités compétentes à relever ce défi et à veiller à ce que les droits humains soient respectés par les entreprises. Et puis là, je vais le faire, mais de manière très brève. J'aimerais vous parler du travail du Comité des droits de l'enfant des Nations unies, qui, comme vous le savez sûrement, est chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un comité composé d'experts indépendants qui émet, notamment, qui analyse les rapports des États qui ont ratifié la Convention, mais qui émet également ce qu'on appelle des observations générales. Des observations générales qui sont, si vous voulez, un guide interprétatif ou des outils qu'on met à la disposition des États pour les aider à mettre en œuvre les droits qui sont enchâssés dans la Convention. Eh bien, il se trouve que le comité, en 2013, a émis une observation, l'observation numéro 16, qui s'est intéressée précisément aux obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits des enfants. Et puis, très rapidement, j'aimerais revenir sur certains éléments particulièrement éclairants de ces observations générales. Tout d'abord, le comité évoque certaines mesures à caractère préventif que les États ont tout intérêt à étudier sérieusement. Et puis certaines sont particulièrement pertinentes. Je pense par exemple à cette idée qui est de faire dépendre l'accès au financement public et à d'autres formes de soutien de l'État, par exemple l'accès à des crédits à l'exportation. Donc faire dépendre cet accès à la mise en place par l'entreprise de mesures visant à recenser, prévenir ou atténuer l'impact négatif que son activité peut avoir sur les droits de l'enfant dans les pays où cette entreprise est présente. Donc, on attaque véritablement l'entreprise là où ça fait mal. Donc, on la force à faire ses devoirs et à se poser des questions sur l'impact de son activité. Certaines autres mesures vont de soi. On aurait probablement pu les identifier nous-mêmes ici, tous réunis. On dit que les États d'origine et les États d'accueil doivent mettre en place des cadres institutionnels et juridiques qui favorisent le respect des droits de l'enfant. Et on invite les États d'origine, donc les États où sont basées les entreprises transnationales, à renforcer les capacités afin que les organismes d'aide au développement et les missions de ces États à l'étranger, les ambassades donc, qui sont chargées de promouvoir le commerce,
puisse intégrer les questions relatives aux entreprises dans les dialogues bilatéraux sur les droits de l'homme, notamment les droits de l'enfant, lorsqu'il mène ces dialogues avec des gouvernements étrangers. Je trouve cette recommandation particulièrement pertinente dans le contexte actuel où on voit de plus en plus, au Canada comme ailleurs, qu'on lie ou on dresse un lien très, très étroit entre le commerce et l'aide au développement. Donc, en quelque sorte, le comité invite les gouvernements à ne pas brosser la question sur le tapis et à vraiment mettre la question sur la table dans le dialogue avec les autres gouvernements où les activités de ces entreprises, entre guillemets, se déploient. Le comité revient évidemment sur l'interdiction absolue de l'exploitation économique des enfants. Ça va de soi. Donc, on insiste sur l'importance d'adopter une réglementation qui est appropriée. Donc ça, ce sont les mesures préventives. Maintenant, qu'en est-il lorsque certaines entreprises n'acceptent pas facilement de jouer le jeu, sont plutôt rébarbatives, n'apportent pas toute l'attention nécessaire à ces considérations? Alors là, le comité suggère aux États de renforcer les organismes de réglementation qui sont chargés de veiller au respect des normes relatives aux droits des enfants, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des droits des consommateurs, de l'éducation, de la publicité, du marketing. C'est intéressant, mais c'est un peu en porte-à-faux avec ce qu'on constate dans plusieurs pays où on assiste plutôt à une montée en flèche de la déréglementation et du désengagement de l'État. Donc, le comité, en quelque sorte, sonne l'alarme et dit c'est quand même important de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de surveillance pour éviter les dérapages. Une autre mesure qui est évoquée, donc, celle de former les juges et les agents de l'administration, les avocats, les prestataires d'aide juridique pour garantir l'application de la Convention sur les droits de l'enfant. Donc, vous le voyez, c'est une préoccupation qui est émergente. Cette observation date de 2013 à peine et reste à voir quelle importance on lui donnera parce que ce sont des observations qui ne sont pas de caractère contraignant. D'autres outils également sont à la disposition des États. Je pense notamment aux principes directeurs qui sont relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. On reviendra peut-être sur ces principes plus tard dans la séance d'aujourd'hui. Ce sont des principes qui ont été élaborés sous la gouverne de M. John Ruggie, qui est un expert canadien qui a agi en tant que représentant spécial du secrétaire général sur les questions activités économiques, droits humains. Et c'est donc les principes directeurs, c'est un peu, si vous voulez, le legs de John Ruggie au terme de son mandat. Et on a créé, suite à l'échéance de son mandat, un groupe de travail qui est chargé de veiller ou de surveiller, si vous voulez, l'application de ces principes directeurs. C'est un groupe qui est composé à peine de 5 experts, donc alors que des entreprises transnationales se comptent par dizaines de milliers, donc il est tout à fait illusoire de penser que ce groupe puisse faire un travail conséquent. Et puis, je vais revenir un peu sur les solutions alternatives. Essentiellement, les principes directeurs vont dans le même sens que l'observation générale du Comité des droits de l'enfant que je vous ai mentionné. Je ne vais donc pas revenir dans le détail sur le contenu de ces principes, si ce n'est pour peut-être revenir sur un seul point qui m'apparaît également pertinent. Donc, ces principes propose aux États d'inciter les entreprises à faire connaître la façon dont elles gèrent les incidences de leurs activités sur les droits de l'homme et de les y contraindre le cas échéant. Donc, on invite les États à forcer les entreprises, en quelque sorte, à faire preuve de transparence, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'acquis, notamment dans certains domaines économiques, plutôt reconnus pour leur opacité. Donc ça, ce sont des outils qui sont à la disposition pour aider les États. Ce sont des outils qui ne sont pas contraignants, mais quand même, ce sont, si vous voulez, des guides. Il y a également des principes qui sont mis à la disposition des entreprises elles-mêmes. Donc, pour n'en nommer qu'un, je vous parlerai très brièvement des principes régissant les entreprises dans le domaine des droits des enfants. Ce sont des principes qui ont été élaborés il y a quelques années par UNICEF, donc qui est l'Agence des Nations Unies en charge de l'enfance, Save the Children, qui est une ONG
très importante, présente dans plus d'une centaine de pays et qui est spécialisée, comme le nom l'indique, en matière de protection de l'enfance, et par le Pacte mondial, qui est mieux connu sous son appellation anglaise Global Compact. Qu'est-ce que le Pacte mondial? C'est un regroupement volontaire d'entreprises. C'est ce qui est très intéressant. Donc, des entreprises qui, de par leur adhésion, démontrent qu'elles sont conscientes de l'impact potentiellement négatif que leurs activités peuvent avoir et donc qui prennent l'engagement de tenter de répondre à ces défis de la façon la plus responsable qui soit. Il y a plus de 12 000 entreprises qui ont adhéré déjà au pacte mondial, des entreprises qui sont basées et qui sont actives dans plus de 145 pays. Essentiellement, ces principes, ils sont très courts, ils sont au nombre de 10. Ils ne portent pas exclusivement sur la question de la protection des droits des enfants, mais ces principes s'appliquent tout autant aux enfants qu'à l'ensemble de la population. Mais on mentionne de manière explicite l'importance de l'abolition effective du travail des enfants. Ça, c'est vraiment une donnée qui n'est pas négociable. Et les autres principes sont plutôt généraux, si vous voulez. Donc, en ce qui a trait, si vous voulez, aux droits des enfants, je vous dirais que la principale manifestation de l'impact de l'activité économique transfrontalière réside sur cette question absolument névralgique du travail des enfants. Et notamment pour les filles, qui très souvent, auxquelles on reconnaît des salaires encore plus bas que pour les garçons, qui travaillent très souvent dans des conditions encore plus difficiles, à qui on octroie des salaires, des contrats qui sont précaires. Donc, ce ne sont pas évidemment le travail des enfants. Bon, la Convention relative aux droits des enfants en parle, mais il y a également toute une série de droits qui sont affectés, qui peuvent être affectés par l'activité économique, notamment le droit des enfants à la santé, le droit à l'éducation. Donc, il y a toute une série. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les droits qui sont affectés par cette activité, mais c'est évident que le travail des enfants, c'est une préoccupation. Mon organisation s'y intéresse de près, tout comme plusieurs de nos partenaires. Si on pense au secteur du textile, c'est un secteur qui est, on le sait, donc c'est un secteur qui a été largement délocalisé, donc qui bat de l'aile dans les économies occidentales. Et on a déplacé cette production en grande partie en Asie. Et c'est un secteur où les besoins techniques ou spécialisés ne sont pas une nécessité. Donc la nécessité se situe surtout au niveau de la main-d'œuvre qu'on espère à bon marché. Donc c'est une réalité qui nous préoccupe. Je le disais plus tôt, on assiste à un recul de la pauvreté extrême et ça c'est notamment grâce à l'apport du secteur privé. Mais il n'en demeure pas moins qu'en date d'aujourd'hui, en 2015, l'Organisation internationale du travail nous dit qu'il y a toujours plus de 120 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent. C'est très préoccupant. Donc, je terminerai mon intervention, si vous voulez, avec un certain nombre de conclusions. Puis peut-être ça pourra nourrir la réflexion pour les séances qui suivront. Donc, j'aimerais revenir sur ce que je disais un peu plus tôt. Donc, à mon avis, les conventions sur les droits de l'enfant et les conventions sur les droits humains en général ne sont pas obsolètes. Ces conventions doivent continuer d'être le socle sur lequel s'appuie le travail de plaidoyer. L'activité économique transfrontalière, je crois que c'est une évidence pour tout le monde, elle est là pour rester. Donc je pense qu'il faut travailler sur la volonté du secteur privé. Il y a des entreprises qui se sont déjà dotées, sans qu'on les force à le faire, de codes de conduite très sérieux. Je pense par exemple au Cirque du Soleil, qui est un exemple en la matière, qui s'est doté de règles internes très strictes quant à l'utilisation d'enfants dans ses spectacles, dans la publicité de ses spectacles. Mais il y a des entreprises qui ne raisonnent pas de la même façon. Donc, il faut en quelque sorte faire prendre conscience aux entreprises, il faut parler leur langage, si vous voulez, il faut leur faire prendre conscience du fait qu'il est dans leur avantage de respecter les droits humains et notamment les droits des enfants. Je crois qu'il n'y a aucune entreprise qui a envie qu'on parle d'elle dans les journaux comme étant une entreprise qui fait appel aux services d'enfants de 7 ans dans une manufacture
dans des conditions de salubrité très, très, très délicates. Donc, il faut leur rappeler que sur le plan, disons, des relations publiques, c'est important pour eux de démontrer qu'ils ont des pratiques exemplaires. Je crois pour autant qu'il ne faut pas être naïf. Hein. La responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, ça peut représenter un écran de fumée, ça peut représenter une manœuvre publicitaire. Donc, je crois qu'il faut quand même veiller au grain. Il faut que les militants des droits humains, il faut qu'on puisse quand même faire un travail de surveillance. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, les mécanismes internationaux n'ont pas les ressources nécessaires pour faire ce travail. Les États qui, par ailleurs, n'ont pas toujours la volonté politique nécessaire pour suivre l'action des entreprises, notamment celles qui ont des activités à l'étranger. Mais dans l'hypothèse où les États ont envie de faire ce travail sérieusement, les ressources manquent largement. Donc, ça m'amène à ma conclusion suivante, qui est celle de bien s'assurer que la société civile soit en mesure de recenser les cas les plus problématiques et de s'assurer que ces entreprises qui ne sont pas les bons citoyens corporatifs soient pointées du doigt. D'ailleurs, le Comité sur les droits de l'enfant, dans cette fameuse observation générale numéro 16 dont je vous parlais, le disait très clairement. Donc, elle disait la chose suivante: les États devraient faire en sorte que les conditions soient réunies pour que la société civile soit active et vigilante. Ils devraient notamment collaborer efficacement avec les organisations indépendantes de la société civile et leur apporter un soutien effectif. Donc, cette approche de collaboration entre le gouvernement, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de trianguler, quoi. Il faut établir un dialogue à trois composantes, à la fois les citoyens, la société civile, les États et les entreprises. Mais très souvent, la société civile se fait court-circuiter, se fait mettre de côté parce qu'on préfère ne pas entendre ce qu'elle a à dire. Donc, à cause de cela, parce qu'il y a des entreprises qui sont réticentes, il faut parfois, malheureusement, emprunter la voie judiciaire pour faire entendre raison aux entreprises. Ce n'est pas facile, c'est un travail de très longue haleine. Vous le savez, vous avez entendu parler de quelques poursuites qui ont été intentées, y compris ici au Québec. C'est très difficile pour toutes sortes de raisons. D'une part, les entreprises et les victimes, les citoyens ne se battent pas à armes égales. Les entreprises qui ne veulent pas entendre raison ont les moyens pour mener des batailles devant les tribunaux pendant de très longues années. Donc, c'est problématique. Les États, je le disais, ne sont pas forcément des alliés objectifs des citoyens. Dans plusieurs pays, il y a la corruption qui entre en ligne de compte. Il y a aussi l'appétit pour les recettes fiscales que les gouvernements étrangers espèrent retirer de l'activité d'entreprises multinationales. Et puis, les tribunaux demeurent encore aujourd'hui largement réticents à se saisir de dossiers qui portent sur des faits qui se sont produits à l'extérieur de leur juridiction. Donc, l'argument du forum non-convenience est systématiquement invoqué. Donc, il y a des brèches qui sont ouvertes, mais ce sont des progrès. Ça avance à pas de tortue. Il faut espérer que ces questions continueront à avancer, mais je vous dirais que la voie judiciaire ne devrait pas spontanément être la première que les organisations de droits humains devraient emprunter. Il faut vraiment essayer d'établir le dialogue et puis partir de la prémisse que les entreprises ont tout intérêt à se prêter à ce dialogue constructif. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je crois qu'on a quand même peu de temps pour les questions, mais voilà. Je ne sais pas si ça correspond à vos attentes. Encore une fois, c'est un point de vue qui n'est pas celui de l'universitaire. Voilà. S'il y a quelques questions, if you have any questions for the intervener, for Maître Tremblay, we can take them now. Always kind of adhere to the 6-second rule. So. I guess not today, but thank you very much, and we'll give Maître Tremblay. Oh, there's one. Where is it? Ah, there he is. Yes, please. Oh, wait. No, yes, because we're l'enregistrement. Oui. Donc,
Vous parlez du rôle que joue l'entreprise privée dans le combat contre l'extrême pauvreté, mais la question, vu l'effet généralement positif qu'a cet acteur-là dans le combat, je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que l'entreprise privée a tout de même besoin d'un contrepoids juridique en termes de protection des droits humains? En quoi le système de l'entreprise privée est incomplet, ce qui fait qu'il y a une nécessité d'avoir le genre de travail que vous menez sur le terrain? Je pense que ce n'est pas un secret que de dire que la protection des droits humains n'est pas la considération première de l'entreprise privée. L'entreprise privée cherche à s'établir, cherche à ouvrir des marchés. Parfois, par contre, elle le fait de façon un peu cavalière. Et c'est en bonne partie en raison des gouvernements. Si on pense, par exemple, à toute une problématique qui est extrêmement, qui se présente avec beaucoup d'acuité en Amérique latine, en Afrique, on sait que les entreprises canadiennes, notamment, les entreprises minières, se sont établies dans plusieurs pays, notamment sur des territoires où vivaient des communautés autochtones. Il n'y a eu aucune ou à peu près pas de négociation, de consultation préalable pour présenter le projet aux communautés locales, pour établir ce dialogue. On n'a pas cherché à obtenir comme ça l'acceptation de la part de la communauté locale. Le gouvernement central, lui, est très content parce qu'il voit les recettes fiscales, ne se préoccupe pas sérieusement des problèmes que ça peut causer sur le plan local. Donc là, ça a mené, et puis on l'a vu, il y a eu jusqu'à des manifestations très violentes devant les ambassades canadiennes. Donc toute cette tension rejaillit non seulement sur l'entreprise, mais même le Canada est identifié aujourd'hui dans plusieurs pays comme un pays qui fait la promotion de l'exploitation sauvage des ressources naturelles. Donc on ne fait pas les nuances qui s'imposent. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le travail en amont. Mais en fait, ce que je cherchais à dire, c'est que parfois, il ne faut pas présumer que ça fait partie d'un plan élaboré dès le départ par l'entreprise, qu'on cherchait sciemment à saccager l'environnement. Je crois que ce n'est pas une préoccupation première. Je crois que les entreprises apprennent de leurs erreurs. Je crois que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui se sont dotées de conseillers en matière de responsabilité sociale. Le service juridique de ces entreprises est de plus en plus au fait de ces questions et va chercher à prévenir les problèmes et donc à mener des consultations un peu plus sérieusement. Mais c'est une prise de conscience qui est somme toute assez récente et il y a certaines, encore une fois, comme je le disais, certaines entreprises qui se prêtent au jeu plus facilement que d'autres. Il y a d'autres entreprises qui ne semblent pas voir de problème. Puis bon, il faut aussi garder en tête que sur le plan local, il y a rarement une unanimité. Donc, si une entreprise, pour prendre l'exemple des entreprises minières, s'établit dans une communauté rurale, je ne sais pas, en Colombie, on peut toujours imaginer qu'au moins un certain pourcentage de la communauté verra l'arrivée de cette entreprise sous un œil favorable, parce que ça va générer des emplois, parce que ça va générer l'entrée de ressources fiscales. Donc, l'entreprise peut très bien choisir de se dire, ben, ces gens-là, à notre sens, sont représentatifs de la volonté populaire, donc nous estimons que notre projet a été accepté. Donc, mais là, on entre dans un débat qui est véritablement représentatif de la volonté de la collectivité. C'est pas simple, ce sont des débats. Merci énormément de votre présentation, très intéressante, plusieurs points que vous avez soulevés. Il y a un point en particulier qui est dans la même veine, peut-être, de ce qui vient d'être discuté, mais vous avez soulevé un point que je trouve très, très intéressant, auquel je n'avais pas pensé, qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure ou qui doit s'instaurer, où il y a maintenant pas deux partenaires, l'État et les ONG, mais l'État, les ONG, société civile et les entreprises privées, donc le privé. Ce que je ne saisis pas pour l'instant, et là j'aimerais vous entendre un peu là-dessus, c'est
on peut très bien voir qu'il peut y avoir une dynamique entre la société civile et l'État. Il y a des notions de reddition de comptes, il y a même des poursuites parfois contre l'État ou les États concernés. Mais le lien entre la société civile et des compagnies privées, quel intérêt les compagnies privées peuvent avoir à s'asseoir à une même, outre le fait d'éviter des manifestations, mais devant l'ambassade, peut-être devant l'entreprise, quel intérêt, quel lien de droit quelconque on peut imaginer entre la société civile qui revendique et des entreprises privées pour qu'ils ne s'en lavent pas les mains? Bon, je pense que ça ne va pas de soi. Je pense qu'il y a énormément de méfiance des deux côtés. Je crois que certaines entreprises ont cette perception assez négative des organisations de défense des droits humains comme étant des gens qui font beaucoup de bruit, qui sont animés par la mauvaise foi, qui vont toujours insister sur les aspects négatifs. Et inversement, chez les ONG, il y a aussi beaucoup de méfiance envers les entreprises privées qu'on voit comme des structures animées par le seul appât du gain. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire des deux côtés, j'ai envie de dire. Je crois aussi que les entreprises peuvent avoir cet intérêt. En fait, les entreprises vont chercher à atténuer la possibilité que, si vous voulez, que les impacts négatifs qui pourraient être associés au fait de ne pas dialoguer et de ne pas prendre suffisamment au sérieux ces considérations, qu'on appellera à défaut de mieux ces considérations qui relèvent de la responsabilité sociale des entreprises. Donc les entreprises vont toujours chercher à voir dans quelle mesure le fait de ne pas prendre ça au sérieux, ça pourrait entraîner des effets négatifs qui seraient supérieurs au fait d'entrer, si vous voulez, dans ce dialogue. En fait, qu'est-ce que ça coûte aux entreprises de s'asseoir, d'écouter ce que les ONG peuvent avoir à leur dire? Je crois qu'il faut aborder la chose d'une façon constructive. Encore une fois, je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Les entreprises, elles sont là. Les entreprises, notamment dans le secteur minier, parce que c'est d'elles dont on a beaucoup entendu parler, notamment dans les médias, elles vont poursuivre leur travail. Donc, je doute que la voie judiciaire soit la panacée. Dans certains cas de figure, oui, ça peut l'être. On n'a pas d'autre choix, mais je pense qu'au moins les ONG ont cette responsabilité morale de dire, nous sommes prêts à nous asseoir, à aider, si vous voulez, à accompagner les entreprises, à les aider à envisager des mesures auxquelles elles n'avaient peut-être pas songé, encore une fois, parce que les entreprises répondent à des impératifs qui sont, somme toute, à la base très différents de la protection des droits humains. Donc, les ONG peuvent les aider, mais il y a tout un travail d'apprivoisement mutuel qui me semble nécessaire. On a vu que le gouvernement canadien a cherché à inciter des ONG à établir des partenariats formellement avec des entreprises, notamment dans le secteur minier. C'est une pratique qui a été décriée, notamment parce que le gouvernement canadien a lié l'aide financière qu'elle s'engageait à donner aux ONG à l'existence de ce partenariat. Donc, dans la société civile, on est monté aux barricades en disant les entreprises privées qui engrangent des millions de dollars de profit, comment se fait-il qu'en quelque sorte, l'aide publique au développement leur vient en aide également, alors que cet argent, il est déjà très limité. C'est les ONG qui devraient pouvoir gérer ces fonds. Donc, on n'a pas aimé que le gouvernement torde le bras, si vous voulez, ou force ce mariage entre l'entreprise privée et les ONG. Mais à partir du moment où il y a une communauté d'intérêts et puis un rapprochement qui s'opère, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est peut-être pas la seule solution, mais je pense qu'on ne perd rien à voir qu'est-ce qui peut être envisagé. Je pense qu'il faut partir de la prémisse, de l'hypothèse que les gens sont de bonne foi, puis je ne vois pas pourquoi l'entreprise minière sciemment chercherait à porter atteinte à la santé de jeunes enfants. J'ai du mal à voir ça. Donc, à partir du moment où on leur présente des solutions
qui sont pragmatiques, encore une fois, qui ne sont pas si compliqués à mettre en œuvre, l'entreprise pourrait très bien y voir son profit puis avoir tout intérêt à mettre ces mesures, ces correctifs en œuvre. C'est une opinion. Voilà.